on a profané contre, on a mal parlé contre le prophète Mohamed, ainsi de suite. C'est le moment de traiter ces problèmes, de les impliquer pour qu'ils disent est-ce qu'ils sont d'accord avec ce genre de mouvement ou ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais parce qu'ils ne sont pas d'accord, on va les doter de moyens ou les impliquer pour traquer ce genre de mouvement. Bien entendu, qu'ils diront qu'un bon musulman ne va pas traquer son frère musulman, mais ils doivent le faire au nom du principe que nos enfants ne sont pas de chair à canon. On ne va pas les prendre en otage comme ça, on ne va pas éradiquer ou hypothéquer l'avenir de l'Afrique au nom d'un principe islamique qu'on est en train de nous montrer là. Et ça, nous devons aussi faire un grand effort pour que ce genre de mouvement ne puisse pas descendre vers l'Afrique centrale, notamment parce que ça, si ça vient petit à petit, si nous ne faisons pas ici attention, nous ne mettons pas un mécanisme, alors ça va pénétrer ici, comme ça peut pénétrer par le canal de Adef Nablou à l'est du pays. On a dit que El Shabab, ces Somaliens étaient même dans l'est de notre pays. Alors, M. Francis Okito, le sommet de Paris s'est terminé sur, on va dire, une résolution, détruire, c'est le mot qui a été employé, Boko Haram. Peut-on détruire Boko Haram selon vous? Oui, avant d'arriver là, je voudrais faire un petit pas en arrière par rapport à l'intervention de mon cher aîné Kitoko. Écoutez, il faut distinguer les choses. Ici, nous ne sommes pas endeuillés jusque-là. Ces filles ont été enlevées. C'est comme dans une famille, un papa. Parce que votre question, c'était celle de savoir pourquoi les chefs d'État africains ne se préoccupent pas de problèmes. Et vous avez même cité un journal, un quotidien. Le pays. Voilà, le pays. Burkinabé. Vous êtes dans une famille, vous êtes parent ou père, quelqu'un vient, il prend votre enfant de force et il s'en va. Avant que les voisins ne viennent vous soutenir, vous devez être le premier à prendre l'élan. Et c'est comme ça que l'Afrique aurait dû faire. Avant que Michel Obama et les autres prennent cette initiative, il aurait fallu d'abord que nous qui sommes africains, prenions le devant. Ok, ça c'est un point très important. Nous ne sommes pas endeuillés. Endeuillés, la fille est morte, elle est morte, on ne sait plus la revoir. Là, c'est les gens qui viennent vous consoler. Mais là, les filles ne sont pas encore mortes. On peut les récupérer. Et pour les récupérer, il faudrait que vous qui êtes attaqués dans votre propre amour, vous soyez en mesure de riposter de manière directe et efficace en attendant que l'aide vienne de l'extérieur. Deuxièmement, je crois qu'on ne peut pas imposer à une église, parce que les musulmans, c'est une église. Demander à une église, confession, on va dire. Une confession religieuse, que vous devez traquer vos frères parce que ceci, cela, non. Là, on violerait aux droits reconnus à des humains ou à des confessions religieuses. Chaque pays, chaque État, chaque continent doit avoir une armée capable de repousser ces gens. Et dire qu'une église, une confession religieuse puisse être dotée de moyens, encore que cette confession religieuse, peut-être qu'il n'y a même pas de militaires, il n'y a pas de gens bien formés dans ce sens-là, et que les Boko Haram sont, entre parenthèses, entre guillemets, des gens qui ont subi des entraînements éloquents dans ce sens-là, et ça va poser un problème. Il faudrait laisser l'armée, il faudrait équiper l'armée pour que l'armée elle-même soit en mesure d'éradiquer le fléau. Quant à la question que vous avez posée, vous avez posé une question, il faudrait que je réponde. Vous avez voulu savoir si Boko Haram peut être détruit. Peut être détruit par... vous savez, ces groupes existent depuis très longtemps. C'est un terrorisme déguisé. Le terrorisme déguisé de Ben Laden, etc. Je ne pense pas qu'ils vont être détruits de manière directe, spontanée. Mais je pense qu'avec la volonté des chefs d'État africains et du monde entier, cela peut être éradiqué progressivement jusqu'à ce qu'on puisse arriver à anéantir de manière totale cette organisation. Michel Kuto, vous n'étiez pas d'accord avec le propos de Francis? Non, je pense qu'il doit comprendre un peu la profondeur des choses. Moi, ça fait des années que je suis en France. Je sais que la France est frappée de cette situation de terrorisme et qu'ils sont en train de combattre. Voilà pourquoi j'ai toujours dit dans beaucoup de mes interventions aussi que les terroristes, on ne négocie pas avec, on les combat. Mais la meilleure façon de combattre aujourd'hui ce genre de mouvement que moi je considère des mouvements terroristes, il faut impliquer l'État. Quand je parle des États, je ne parle pas des églises, je ne parle pas de mosquées. Des pays musulmans. Non, je parle de pays. Et quitte à ce pays-là d'envoyer leur armée par rapport à ça, leur façon d'apprendre les choses. Je vais vous citer, le Maroc c'est un pays, un royaume confessionnel. Nous avons des États confessionnels comme ça. La religion d'État, c'est la religion islamique. Je pense que ce pays
ils peuvent comprendre un peu les enjeux, d'où vient l'islam et quel islam doit pouvoir propager et aider les autres qui ne sont pas de la même confession à essayer de traquer ce genre de mouvements qui ne répondent pas à la légitimité même de l'islam prôné par le Coran de Mohammed. Ça, c'est un point. Deuxième point, vous allez prendre un pays comme l'Arabie Saoudite, qui longtemps, même Ben Laden est issu du système saoudien, et qui a détruit des vies humaines, et après que même les Saoudiens l'ont régné comme tel. Je pense que la façon même de le régner, ils peuvent comprendre ou détecter les fils conducteurs, d'où viennent les mouvements et comment les combattre, ainsi de suite. Mais c'est eux qui vont nous aider. Exactement. Mais même ces pays musulmans ne sont pas monolithiques. La religion musulmane, si mes pas, n'est pas monolithique. Il y a des sunnites. Non, il y a des rites, les chafites, voilà, les sunnites, le malékite, ainsi de suite. Et ils ne s'entendent pas, ils s'entretuent même. Non. Pensez-vous que ça soit possible qu'ils s'entendent pour combattre Boko Haram, qui est un courant salafiste? Non, vous allez comprendre une chose. Là, si on intervient sans pour autant tenir compte de ces enjeux, sans pour autant les impliquer, ça va créer des dégâts énormes. Regardez les cas de la Libye aujourd'hui. Parce que l'Occident, l'OTAN, s'est impliqué directement pour s'acharner contre Mohamed Kadhafi aujourd'hui, que devient la Libye aujourd'hui? Aujourd'hui, la Libye, ça devient le terrain propice de l'entraînement de tous ces... Mais ils n'ont pas assuré le service après-vente, comme pour paraphraser le président nigérian Mamadou Youssoufou, il dit le problème avec la Libye, c'est que ceux qui ont chassé Kadhafi n'ont pas pris le soin d'assurer le service après-vente. C'est-à-dire, on a vendu à la Libye la destitution de Kadhafi, mais après, on a laissé la Libye à elle-même, livrée à elle-même. Justement, livrée à elle-même, parce qu'ils pensaient, on a vu le chaos en Irak, et on a vu le chaos partout où l'Occident a intervenu directement, s'acharner contre le dirigeant de manière directe, et on sait que par la suite, c'est un chaos généralisé. Exactement. Donc voilà. Oui. Donc, alors, à ce propos, donc, Hollande, l'Africain, on va l'appeler comme ça, puisqu'il se préoccupe un peu plus de nous que de son pays. Hollande, l'Africain, n'a pas sa place, puisque l'Occident, c'est ce que combat Boko Haram. Non, je pense qu'il faut féliciter François Hollande de sa façon de voir les choses. François Hollande est parmi les rares dirigeants français qui ont intervenu positivement ici dans ce pays. Il a intervenu au Mali, il a intervenu pour le cas de notre pays qui continue toujours à soutenir de façon que les choses... En Centrafrique également. Il a intervenu au Centrafrique, il a intervenu dans beaucoup de pays de manière positive. Des pays francophones, essentiellement maintenant, ils traversent la rue, c'est un pays anglophone. Je pense qu'il faut le féliciter, contrairement à Nicolas Sarkozy, qui pensait qu'il avait la pensée unique et qui venait lui-même s'acharner personnellement contre Kadhafi et qui a fini, et après il est parti et laissé un chaos derrière. François Hollande n'est pas dans ce schéma. Il est dans le schéma de dire que non, l'Afrique mérite mieux que ça, et il s'est réuni avec les Africains aujourd'hui pour trouver des solutions et des voies de porte de sortie par rapport à un certain nombre de crises que traverse l'Afrique. Francis Okito, est-ce que finalement ce n'est pas la France-Afrique nouvelle version, ces sommets, ces réunions autour de François Hollande, le soldat qui intervient au Mali, qui intervient en Centrafrique, qui intervient au Congo, qui intervient un peu partout, même maintenant dans un pays anglophone. Bravo la France-Afrique. Je crois que vous avez précédé ma pensée. Je voudrais corroborer à ce que M. Kitoko venait de dire. Vous savez, c'est une sorte de France-Afrique qui est en train de se recréer. Tellement que Sarkozy a beaucoup détruit en Afrique. Il a donné une image négative de la France. Maintenant, François Hollande est venu. Il est en train de, comment on dit, de redorer l'image de la France. C'est la nouvelle politique. C'est la nouvelle politique de redonner confiance à l'Afrique. Vous savez que en dehors même de la francophonie en Afrique, François Hollande est en train d'aider positivement pour que l'Afrique aille de l'avant. Et ça, c'est un élément très important, c'est une avancée très importante. Vous avez parlé de la francophonie. Écoutez, le Nigeria n'est pas un pays francophone, si je ne me trompe pas. C'est un pays anglophone. Mais il est là, il est le seul chef de l'État qui a convoqué ses homologues pour qu'ils discutent autour d'une solution par rapport à l'organisation Boko Haram. Donc moi, je crois que c'est une bonne politique d'aider le pays africain d'aller de l'avant. Non, une France-Afrique modérée, pas une France-Afrique. Donc vous êtes d'accord finalement avec la France-Afrique, mais pas une France modérée. Pas une France-Afrique du temps de Foucault où ce sont eux qui nommaient et qui faisaient tout. Ici, c'est une sorte de partenariat, entre États dans le sens d'aller de l'avant ensemble. Je crois que, quant à moi, c'est une bonne pensée, c'est une bonne façon de voir les choses. Bien évidemment, il ne manque pas d'écailles dans tout ce qui est fait par un homme parce que toute œuvre humaine souffre d'incohérences, de petites incohérences. Mais
de manière générale, de manière globalisante, c'est une bonne avancée que devait venir intervenir dans des petits problèmes, dans des gros problèmes qui touchent l'Afrique. Ok, alors on va rapidement évoquer un sujet qui nous concerne directement. On parle du gouvernement de cohésion nationale qui s'est fait attendre encore et encore et encore. Et c'est le branle-bas général à l'UNC notamment, Bitakura qui quitte la tête du groupe parlementaire. Et prochainement, ça sera peut-être la sortie. C'est cela? C'est le gouvernement, c'est l'effet gouvernement de cohésion nationale, M. Francis Okito? Non, écoutez, l'honorable Bitakura, pour qui j'ai beaucoup de respect, a beaucoup de responsabilités au sein du parti. Vous savez qu'il est, c'est pour cela qu'il a, il est le recteur, il est le recteur de l'école du parti. En dehors de cela, nous sommes en train d'aller vers les élections. Vous savez, l'UNC s'est vu un parti démocratique, un parti réformiste dans le sens de changement. Ce qu'on voyait avant, on crée un parti juste pour accéder au pouvoir. Non, nous disons il faut former. Il faut former le jeune, il faut former la base. Nous étions formés et nous sommes des formateurs. Et Bitakura, l'honorable Bitakura, dans cette tâche lourde qui lui est confiée par le parti, a estimé que remplir les fonctions du président du groupe parlementaire et également recteur de l'école de parti, parce que bientôt il doit commencer à voyager à travers la République pour former les cadres. C'était trop lourd pour lui. Pour former les militants et cadres du parti, c'était beaucoup trop lourd. Et pourtant, il a dit, on l'a entendu sur nos antennes, dire qu'il était calomnié, vitupéré, c'est ce qui a fait Soyez-en rassurés que dans une famille, il ne manque pas de problème. Il y a toujours des problèmes, mais des problèmes qui sont en train d'être réglés. Le président... le problème que vous enveloppez, le président de l'Union pour la Nation, le président de l'Union pour la Nation congolaise, l'honorable Vital Kamerhe, est revenu de sa tournée européenne. Il est revenu et les problèmes seront réglés. Soyez-en sûrs que l'honorable Bitakura n'en vit pas un poste ministériel pour l'instant. Pour répondre à votre question de cohésion, écoutez, ça nous intéresse moins. D'accord. L'essentiel pour nous, c'est le bon fonctionnement des institutions et les bonheurs de la République démocratique du Congo. D'accord, on le sait. Alors, M. Michel Kitoko, analyste politique, Bitakura qui quitte, non pas le parti, mais un poste important, et il dit qu'il a été calomnié, qu'il a été... c'est parce qu'il a été, on va dire, humilié un peu, et qu'il a quitté ce poste, et ce langage, le gouvernement de cohésion nationale qui vient, ne va-t-il pas traverser la rue, selon vous? Non, mais ce sont des choses qui, pour moi, des choses qui arrivent normalement dans la vie politique. Son chef, Vital Kamerhe lui-même, il était responsable. Oui, mais justement, il était responsable au sein du Parlement. Il était le président du Parlement. Il a quitté le Parlement avec des frustrations, des problèmes, alors qu'il était parmi les cofondateurs même du PPRD aujourd'hui. Quand Bitakura, qui est cofondateur de l'UNC. Oui, mais voilà, justement. Donc, il se retrouve dans les mêmes conditions. Moi, ce que je dis, aujourd'hui, par rapport au cataclysme, moi j'appelle ça cataclysme politique qui arrive, que ce soit au niveau du pouvoir. Cataclysme politique. Mais juste, je vous dis des choses qui sont réelles aujourd'hui sur le plateau. Pour moi, peut-être que c'est une révélation, mais ce sont des choses qui sont vraies. Oui. Vous allez constater que ce qui est arrivé à la majorité présidentielle, avec défection de autant de partis politiques qui ont quitté le système, aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. C'est pour moi, c'est une même famille qui s'est divisée, qui s'ignore d'ailleurs. Vital Kamerhe avec les gens de l'ANP, ils ont vécu ensemble, ils ont pratiquement la même idéologie, ils ont créé des partis ensemble. Vous allez constater que le même système au nom de l'UNC qui se veut un parti unificateur, aujourd'hui, dans l'UNC, il peut y avoir des défections ici et là. On ne gagne pas les élections, on ne gagne pas les systèmes quand on est désuni. L'opposition, les oppositions, ils doivent s'unir au travers un idéal bien déterminé et vous verrez que l'alternance est tant réclamée, ils peuvent le gagner. S'il n'y a pas ça, ça sera impossible, je dis bien impossible, je peux mettre ma main à couper, et ça sera impossible de gagner seul les élections de cette manière-là. Et c'est maintenant qu'il faut travailler. Travailler dans le sens de manière approfondie et non pas de manière divisionnaire. Oui. Ça aussi, le même concept, moi j'en envoie directement aux amis, aux gens de la majorité qui sont dans la pensée unique et qui pensent que parce qu'ils sont là, ils vont les devenir, ils vont rester de manière pérenne au pouvoir. C'est pas normal, ça ne va pas se passer comme ça parce que le peuple est en train de regarder, le peuple est en train de juger et c'est chaque jour qu'ils sont en train de peser, que le peuple est en train de peser les pour et les contre, tant pour ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui sont au pouvoir pour voir les enjeux.
Et vous allez constater que 2006 et 2011, il y a eu renouvellement à 80% ces parlements ici. Donc ne vous étonnez pas que ce soit un renouvellement à 100% pour 2016, dans ce sens-là. Et le visage que nous avons connu de l'époque, 2006 jusqu'à maintenant, risque d'être effacé de manière démocratique par la voie électorale prônée par la population en 2016. Merci, M. Francis Okito. Merci, M. Michel. Je ne pouvais pas réagir. Kitoko. On n'a plus le temps, malheureusement, de mettre un mot. Seulement, retenez le conseil, les oppositions doivent se mettre